A Thousand Time de The Hacker. France Info Météo avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif, chaudières, pompes à chaleur, capteurs solaires. Rendez-vous sur viessmann.fr. Et avant le 6-8 de France Info, dans une minute, un coup d'œil sur le temps de ce mercredi, pas fameux, avec encore beaucoup de ciel gris et des pluies qui arrivent dès ce matin par l'ouest. La pluie qui vient de l'océan sur le Finistère, puis qui s'étendra sur toute la Bretagne dans la matinée. Du vent aussi sur le Morbihan. Du nord au centre et au massif central, un temps plus calme et plus sec. Il fera doux après dissipation des brouillards matinaux. Le ciel sera variable avec quand même quelques belles éclaircies. Et puis au sud, près de la Méditerranée, le beau temps est de retour. Côté température, entre 5 et 9 pour ce matin. Les maximales ne dépasseront pas 12 à 15 degrés en Bretagne sous la pluie. Pour le reste de la moitié nord, entre 16 et 20. Et dans le sud, on montera jusqu'à 23. Tout de suite, le premier point de la journée en direct de Rosny-sous-Bois pour voir comment on circule ce matin. C'est avec Audrey Tison. Audrey. Oui, bonjour. Et ça Bonjour. bouchonne déjà sur l'A40 ce matin. On compte 10 km de bouchons dans l'Ain entre les communes de Tossia et de Druillat. C'est à cause de travaux sur cette A40. Elle est fermée en direction de Chamonix, mais elle est sur le point d'être rouverte. La circulation devrait donc se fluidifier bientôt. Autre problème ce matin, un accident à Bouc-Bélair. C'est sur l'A515 quand vous roulez vers Marseille. Soyez prudents. Et puis en Ile-de-France, pas de problème pour le moment. Seulement un petit kilomètre de ralentissement répertorié. C'était France Info Trafic avec Eliade, créateur de voyages en Grèce et îles grecques. Un large choix de formules de vacances au départ de votre région à découvrir sur eliade.fr. Il est 6h, c'est l'heure du 6-8 sur France Info. De nouvelles heures d'information. On retrouve Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour, l'actualité est marquée ce matin par le plan anti-djihad du gouvernement. On va en parler dans un instant dans le journal. Et puis on retrouvera Philippe Duport qui viendra donner des conseils aux jeunes qui veulent travailler à l'étranger. Il y a plein de programmes, plein d'organismes qui sont là pour ça, mais ils sont souvent méconnus. Nous les détaillerons dans C'est mon boulot à 6h25. Bonne journée à tous, bienvenue sur France Info, il est 6h. Le journal Chloé Cambrelin, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Il était retenu en otage depuis 1 an et demi. Gilberto Rodrigues Leal est mort. C'est le groupe islamiste qui l'avait enlevé au Mali qui l'a annoncé. Il n'y a pas de preuves matérielles. La France ne peut donc confirmer avec certitude. Mais à l'Elysée comme au Quai d'Orsay, on laisse peu de place au doute. Le gouvernement qui veut stopper le départ de jeunes Français qui veulent combattre aux côtés de groupes islamistes. Il serait des centaines en Syrie. Des mesures de surveillance et prévention doivent être annoncées ce matin. À suivre aussi les anti-aéroports de Notre-Dame-des-Landes qui accusent l'État de ne pas respecter ses engagements sur la suspension des travaux. Et puis le football, 0 partout hier soir entre l'Atlético Madrid et Chelsea en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Londoniens ne s'en plaignent pas. Il y a tout lieu de penser que Gilberto Rodrigues Leal est mort. Ce sont les mots de François Hollande dans un communiqué publié hier soir. Un peu avant, le Moudjahou, le groupe islamiste qui avait enlevé ce Français en novembre 2012 au Mali, avait annoncé le décès de l'otage. Les précisions depuis Bamako de David Bachet. Il est mort parce que la France est notre ennemi. Voilà ce qu'aurait déclaré Yoro Abdul Salam, un cadre du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moudjahou. Aucun détail sur les circonstances ni sur la date de la mort de l'otage français. Au nom d'Allah, il est mort, s'est contenté de marteler le représentant du Moudjahou. On savait Gilberto Rodrigues Leal en mauvaise santé. Après avoir revendiqué l'enlèvement, le Moudjahou s'était dit prêt à négocier, ce que la France a toujours officiellement refusé. Dimanche déjà, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avouait être très inquiet sur le sort de l'otage retenu depuis près d'1 an et demi. Il y a quelques jours, la force française Serval avait libéré 4 otages maliens retenus dans le nord du Mali par le même groupe armé, le Moudjahou. S'agit-il d'un acte de représailles? Les islamistes tentent-ils d'instrumentaliser la mort déjà ancienne de l'otage? Le Moudjahou, dans son annonce, ne parle pas d'exécution. David Bachet, Bamako, RFI pour France Info. Le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, est une émanation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a d'ailleurs occupé avec Aqmi et Ansar Dine une partie du nord du Mali avant l'intervention française. D'après l'Elysée, Gilberto Rodrigues Leal est mort depuis plusieurs semaines au moins. Il n'y a pour le moment aucune preuve matérielle, mais la France fera tout pour connaître la vérité et ne laissera pas ce forfait impuni, indique le chef de l'État. Il faut absolument avoir des preuves pour les proches, explique Patricia Philibert. Elle est secrétaire générale de l'association Otages du Monde.
C'est bien ça qui est cruel et terrible et insupportable pour les familles, c'est que on souhaiterait qu'elles accèdent à la vérité le plus vite possible et qu'une preuve tangible de cette disparition leur soit apportée. Parce que il y a plus d'1 an qu'il n'y a plus de nouvelles. Je crois que depuis, les familles sont passées par des montagnes russes et l'hypothèse la plus probable était que Gilbert avait fini par disparaître. Mais encore faut-il en être sûr. Et je crois que ça, c'est insupportable pour les familles que de ne pas avoir de preuves, que de ne pas savoir. Et il faut vraiment que la vérité aboutisse très très vite pour elles, pour qu'elles fassent leur chemin, quoi qu'il arrive, quoi que soit cette nouvelle. Il reste donc officiellement un otage français retenu dans le monde au Sahel. Serge Lazarevitch, 50 ans, enlevé lui aussi au Mali le 24 novembre 2011 par Al-Qaïda au Maghreb islamique. France Info 6h04, le gouvernement a préparé un plan pour dissuader ou empêcher des Français d'aller combattre aux côtés de groupes islamistes en Syrie ou ailleurs. Une vingtaine de mesures seront présentées ce matin au Conseil des ministres. La surveillance et la prévention sur Internet devraient être renforcées et des dispositifs d'aide aux parents mis en place. L'autorisation de sortie du territoire supprimée début 2013 pour les mineurs ne devrait pas être formellement rétablie, mais en cas de doute, les parents pourront s'opposer au départ de leurs enfants, car c'est bien une réalité. Les chiffres varient, mais au moins 500 Français sont ou ont été en Syrie pour se battre aux côtés de mouvements islamistes. À Strasbourg, une douzaine de jeunes sont partis. 4 sont originaires du quartier de la Méno. Là-bas, un collectif Touche pas à nos jeunes se mobilise depuis pour que la liste ne s'allonge pas. Reportage Mathieu Rouault. Au pied des tours, ils se battent contre l'endoctrinement. Touche pas à nos jeunes, un slogan comme pour dire plus jamais ça. On était en colère parce que ces jeunes-là, je les considère parfois comme des victimes. Victimes d'Internet, des réseaux sociaux, selon Saliou Faye, l'imam du quartier, qui n'a rien vu venir, tout comme Hicham Akif, lui, ne comprend toujours pas comment ces jeunes-là, des jeunes bacheliers diplômés du supérieur, comment ont-ils pu rejoindre les rangs du terrorisme? C'est des jeunes qui sont bien dans leur peau, hein. Pour vous dire, c'est des non-fumeurs, c'est pas des petits voyous. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas utiles ici et peut-être qu'ils trouvent qu'ils vont être utiles ailleurs. Pour faire ça, franchement, c'est du suicide, quoi. Et un matin de janvier, un SMS est arrivé pour annoncer la mort de 2 d'entre eux. Depuis, le collectif Touche pas à nos jeunes enchaîne les réunions. Marie-Pierre Lefebvre, la directrice du centre socioculturel, fait venir des psychologues et des sociologues. On est vraiment dans l'endoctrinement comme toute secte peut le faire. Il y a quand même des vrais problèmes dans cette société avec des gens qui estiment ne pas y avoir leur place. Alors ce matin, les membres du collectif strasbourgeois attendent des mesures concrètes contre l'endoctrinement, mais aussi pour une vie meilleure dans les quartiers. À Strasbourg, Mathieu Rouault, France Bleu Alsace pour France Info. Et ces mesures seront donc annoncées en Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui sera avant cela l'invité de France Info tout à l'heure à 8h15. Économie et finances publiques également au programme ce matin en Conseil des ministres et à l'Assemblée. Le gouvernement présente son programme de stabilité pour les 3 prochaines années. Dans ce programme, il y a le plan de 50 milliards d'euros d'économie, moyen notamment de réduire le déficit. Le gouvernement doit officiellement le ramener à 3% du produit intérieur brut en 2015. D'après les Échos, il devrait être revu à la hausse pour cette année. Selon le quotidien, c'est un déficit à 3,8% qui sera annoncé ce matin pour 2014. Les précédentes prévisions étaient à 3,6%. Côté croissance, en revanche, les espoirs du gouvernement sont validés par le Haut Conseil des finances, organe indépendant chargé d'évaluer les trajectoires budgétaires. 1% de croissance cette année, c'est réaliste selon ce conseil qui estime que l'objectif de 1,7% pour l'an prochain est tenable. France Info 6h07, des émeutes hier soir au Brésil dans une favela du quartier touristique de Copacabana à Rio. Au moins une personne a été tuée. Le déclencheur a été la découverte du corps d'un danseur et DJ du quartier qui serait mort en tentant d'échapper à des échanges de tirs entre policiers et trafiquants de drogue. Colère des habitants, le secteur s'est embrasé. L'électricité est restée coupée plusieurs heures dans la favela survolée par des hélicoptères. On sait que le Brésil a entrepris de pacifier, selon le terme employé, les favelas à l'approche de la prochaine Coupe du Monde de football. Aucune accalmie dans la crise ukrainienne, ni sur le terrain, ni dans les mots. Le président ukrainien par intérim a annoncé hier soir qu'il allait relancer ce qu'il appelle l'opération antiterroriste débutée dans l'est du pays avant Pâques. La ligne rouge a été franchie, explique Alexandre Turchinov, après la découverte de corps près de Slaviansk hier. L'un serait celui d'un élu local torturé à mort. Washington menace de prendre des nouvelles sanctions contre Moscou. Nous sommes prêts à faire face, a déjà répondu le Premier ministre russe Dmitri Medvedev.
La suite du journal, dans quelques minutes, nous irons à Carmaux dans le Tarn. La ville de Jean Jaurès est sous haute surveillance avant un déplacement de François Hollande cet après-midi. Le football et le match nul 0-0 hier soir entre l'Atlético Madrid et Chelsea en Ligue des Champions. Mais d'abord, Chloé, on va du côté de Notre-Dame-des-Landes où la mobilisation continue contre le projet d'aéroport. Les travaux sont officiellement suspendus en attendant l'épuisement des différents recours. Mais une ferme inquiète les anti-aéroports, une ferme qui se trouve à Vigneux de Bretagne, juste à côté de Notre-Dame-des-Landes, et qui pourrait, selon les protestataires, être détruite. Depuis le départ des locataires il y a 8 jours, le bâtiment est donc occupé, mais ceux qui s'y trouvent pourraient être expulsés dès ce matin. Le tribunal correctionnel de Nantes, saisi notamment par l'État, a donné hier son feu vert. Dominique Fresneau, porte-parole de l'ACIPA, association historique d'opposants à l'aéroport, dénonce un double langage et promet de défendre les lieux. L'État, par ses accords avec Europe Écologie Les Verts, au moment des élections, dit voilà, on va pas lancer les travaux sur Notre-Dame-des-Landes, on va attendre tous les recours. Et là, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent démolir une ancienne ferme et des bâtiments, et en plus des bâtiments d'habitation. Donc il n'est pas question de démolir. Pour nous, de toute façon, on va tout faire pour empêcher ça. Parce que c'est un double langage. L'État n'a pas à se désengager de l'accord qu'ils ont fait. Pour moi, c'est le début des travaux. Pourquoi pas faire le terrassement? Pourquoi pas commencer à déplacer les espèces? Pour moi, tout ça, c'est le début des travaux. Il n'est pas question qu'ils déplacent quoi que ce soit ici. Pas plus les pierres que les animaux et que les gens. Je ne vois pas quel intérêt peut avoir l'État à venir ici s'enliser sur le terrain. J'ai un peu de provocation. Je pense qu'il y a aussi peut-être des engagements de l'État vis-à-vis d'AGO, peut-être sur d'autres chantiers. Mais je pense que c'est plus un coup d'épée dans l'eau. Il y a des tracteurs vigilants et puis il y a aussi des citoyens qui sont vigilants. Et donc on sera là. Dominique Fresneau, porte-parole de l'ACIPA, association d'opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant Aquilino Morel. L'ancien conseiller de François Hollande a démissionné après les révélations de Mediapart. Aquilino Morel a travaillé pour un laboratoire au moment où il était à l'inspection générale des affaires sociales. Il ne nie pas, mais assure qu'il avait obtenu une autorisation que l'IGAS ne retrouve pas. François Hollande dans la ville de Jean Jaurès. Le chef de l'État sera cet après-midi à Carmaux, dans le Tarn, pour participer aux célébrations organisées 100 ans après l'assassinat du tribun socialiste. Un déplacement symbolique mais problématique pour les habitants et commerçants en tout cas, qui vont devoir s'organiser face à un imposant dispositif de sécurité. Corinne Cutilla. Les commerçants de Carmaux grincent un peu des dents car dès midi, le centre-ville sera quasi inaccessible, en partie bouclé par de nombreuses forces de l'ordre. Pourtant, François Hollande n'est attendu que vers 14h30. Après avoir déposé une gerbe au pied de la statue de Jean Jaurès, dont on célèbre le 100e anniversaire de la mort, le président de la République se rendra salle François Mitterrand pour rencontrer les membres de la Fondation Jaurès, dont Henri Nallet, l'ancien ministre de Mitterrand, est le président. Là encore, il faudra respecter le protocole. Les personnes intéressées par cette rencontre dans la salle Mitterrand devront se présenter à 12h30, dernier délai, soit 2h30 avant l'allocution du président. Le maire de Carmaux, Alain Espier, avoue découvrir la marche à suivre pour accueillir un président. J'ignorais qu'il devait par exemple passer en revue le 8e régiment de parachutistes et d'infanterie de marine. Fin de la visite de François Hollande, 16h. On n'avait pas vu une telle effervescence depuis la dernière visite de Vincent Auriol, dit en riant une habitante de Carmaux. Auriol à Carmaux, c'était en 52 pour la visite de la Foire Expo. Toulouse, Corinne Cutilla, France Info. France Info 6h12, pas de vainqueur, pas de but hier soir pour la première demi-finale allée de la Ligue des champions de football. L'Atlético Madrid et Chelsea ont fait match nul 0-0. Tout reste ouvert donc avant le match retour à Londres mercredi prochain. Et ça n'est pas une mauvaise opération pour Chelsea, Julien Brigaud. José Mourinho a plutôt bien négocié sa 7e participation aux demi-finales de la Ligue des Champions. Un palmarès qui fait souvent oublier que le football du Special One est le digne héritier du catenaccio italien, cette tactique défensive qui guette le moindre faux pas de l'adversaire, l'impact athlétique typiquement anglais en plus. Copieusement insulté dans le chaudron madrilène par les supporters de l'Atlético qui rêvent d'éliminer leur ancien rival du Real, le technicien portugais a les cartes en main. Malgré sa très large domination hier, l'Atlético n'a pas creusé l'écart avant le retour à Londres. Nous ne débutons pas pour jouer le 0-0, mais tout se jouera donc chez nous, à Stamford Bridge. S'il espère bien récupérer Eto'o et Hazard pour le match retour et qu'Ivanovic reviendra de suspension, José Mourinho sera en revanche privé de son gardien Petr Cech, blessé à l'épaule et forfait jusqu'à la fin de saison, et vraisemblablement de John Terry, blessé à la cheville, ainsi que Bobby Mikel et Frank Lampard, tous les deux suspendus. L'entraîneur des Blues espère faire tourner dimanche contre Liverpool, car c'est désormais la Ligue des Champions la priorité et non plus la Première Ligue. Et ce soir, deuxième demi-finale allée, le Real Madrid reçoit le Bayern Munich, tenant du titre. Coup d'envoi 20h45. France Info 6h13, Mathilde Munoz. Et Elodie Calac à Météo France.
France Info Météo avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif, chaudières, pompes à chaleur, capteurs solaires. Rendez-vous sur viessmann.fr. Des pluies à l'ouest et encore un temps instable sur l'est du pays. Du nord-est jusqu'aux Alpes, la matinée débute sous les nuages. Les éclaircies seront assez timides aujourd'hui et des averses parfois orageuses se déclencheront cet après-midi. Du nord vers le bassin parisien, le centre, le massif central et l'est des Pyrénées, la grisaille matinale fera place aux éclaircies. De la Haute-Normandie jusqu'à Midi-Pyrénées, elles seront plus timides cet après-midi. Vous ne serez pas à l'abri d'une petite ondée, voire d'un orage en montagne. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil restera plus vaillant. Sur les régions de l'ouest, le temps se dégrade. Sur la Bretagne, de bonnes pluies pour la matinée. Cet après-midi, elles s'étendront vers la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou et l'Aquitaine, alors que le Finistère profitera de quelques rayons de soleil. Au sud de la Loire, ces pluies pourront s'accompagner d'orages. Ce matin, il fait généralement 4 à 10 degrés, 11 à 13 degrés en Méditerranée. Et cet après-midi, vous aurez 13 à 18 degrés sur le nord-ouest, 19 à 22 degrés ailleurs et jusqu'à 24 degrés vers la basse vallée du Rhône.